Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de Fina Family, notre émission destinée aux familles avec en toile de fond le rappel du caractère sacré de la famille et la solidarité qui devrait y régner, quels que soient les différends qui opposent les membres de la même famille. Ne l'oublions pas, la famille d'abord. Faisons-en nos slogans en famille et concentrons-nous sur l'essentiel. Pour y parvenir, il faut s'approprier certaines valeurs et être à même de les transmettre à nos enfants qui devront à leur tour les perpétuer. Partager, pardonner, être honnête. Il est normal comme parent de vouloir transmettre de bonnes valeurs à son enfant, mais comment y arriver? Comment expliquer à un enfant les conséquences d'une attitude désinvolte sur lui et sur les autres? Essayons d'apporter des éléments de réponse à ces questions en analysant le thème de cette édition de Fina Family, notamment transmettre les valeurs familiales aux enfants pour consolider les liens de famille. Notons-le, les parents représentent l'un des plus importants modèles de comportement pour les enfants qui grandissent. Ils ont une influence énorme sur leurs enfants. Les enfants grandissent en copiant ce que font leurs parents plutôt que ce qu'ils disent. Isaac Tametemdié est notre invité de ce jour. Bienvenue à vous, Isaac. Bienvenue sur les antennes d'ABK Radio dans ce studio également. Merci, Madame Fika. Le plaisir c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager, pour pouvoir aider à construire une société outillée, pour pouvoir bâtir des familles afin que nous puissions avoir une génération qui s'appuie sur le Seigneur pour devenir meilleure. Voilà qui est bien dit. Nous espérons donc que votre journée se passe plutôt bien jusqu'ici. Jusqu'ici, tout se passe bien. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Donc, William Tchoualak assure la mise en onde de Sidonie Ficac au micro de présentation. Je nous suggère à tous, chers auditeurs et même notre invité, de nous faire plaisir en écoutant une chanson du Prince des Montagnes dédiée à Yango. Thank you, maman, c'est le titre. On se retrouve juste derrière. Cette chanson est dédiée à la maman de l'homme et à toutes les mamans de la planète des terres. Célébrons nos mamans. Signé Ndédé Yango, Kimwanko, c'est moi. Maman Chantal le bien. Maman, oh ma mère, oh maman, je pense à toi et maman. Maman, oh ma mère, oh, qui m'a porté sur le dos. Je pense à toi. C'est toi qui m'as bercé, maman. C'est toi qui a guidé mes premiers pas, la première qui m'a ouvert les yeux au prodige de la terre.
Célébrons nos mamans et Nicole Ocalia, ma voisine. Maman Bolo Sejo Bolili Wemyol, Viviane Moussima. Maman Takamino Tani Wemyol, Maman Ete. Maman Ete. Toi Oyo. Maman Ete. Maman Ete. Rosette Iba. Léonie et Ben. When I did Maman Dagofia oh. She say it's die. Reshida oh. When I decry Maman Dagokarmie oh. She go say my pikin. Wait till you decry oh. Mama mi Mama ete. Mama mi ete. Mama ete. Virginie Titalom. Ayako. Jackie Iwango. Soba. Régine Bende. Vigita Eyango. Aisha Papa. Kamugu. Après toute la peine que t'as prise pour moi, merci maman. Valérie Pelika. Je ne cesserai jamais de te dire merci, merci beaucoup. C'est moi. Tu m'as porté en toi. Oh, Je yes. prie chaque jour, ça me va, n'a pas de roi Amour. auprès de moi. Merci pour toute ma jolie maman. Merci pour toute Etienne ma jolie Poupée. maman. Merci pour toute ma jolie Stéphanie Mila. Julienne Maque. Princesse. Caroline Ngouchenge. Evelyne Moudi. Nathalie London. Jocelyne Bon. Michel Fongan. Jeannette Gamela. Roland Tintois. Paulette Chatoué. Olivier Lachimangologie. Sylvie Makendi. Mami Nyanga. Janine Dikoum. Catherine Tima. Marcy Django. Valérie Belliga. Félicité Betty. Sergi Sandra Ndrambe. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family. Merci donc de nous retrouver sur ABK Radio pour cette nouvelle édition de Fina Family. Nous avons comme invité Monsieur Isaac Temdiem et avec lui nous allons aborder la question de la transmission des valeurs familiales aux enfants et leur rôle dans la consolidation de la famille. Monsieur Isaac Temdiem, vous êtes donc là. On va tout de suite démarrer avec la toute première question. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs familiales? Les valeurs familiales, on va déjà dire que lorsqu'on parle des valeurs, il s'agit de ce qui définit moralement une personne. Oui, et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que à l'époque, lorsqu'on parlait même de mariage, on parlait, les parents se connaissaient entre eux, les familles. Oui, on ne pouvait pas accepter que l'enfant se marie dans une telle famille parce qu'on connaissait le comportement des membres de cette famille. Donc, les parents se basaient sur des valeurs
Oui, et dans les valeurs, donc, on peut mettre ce qui définissait chaque famille. On peut voir l'intégrité, c'est une valeur. Ah oui. Le travail, c'est une valeur. Oui, et maintenant, lorsqu'on parle de valeurs aussi, il faut dire qu'il y a des familles qui ont des mauvaises valeurs. Parce qu'ici, on met l'accent sur des bonnes valeurs. C'est mieux de préciser ici que nous sommes en train de parler des bonnes valeurs. Oui, des valeurs qui constituent le socle de la famille. Oui, donc à l'intérieur, tout ce qui définit moralement chaque famille, c'est une valeur. Ce qui permet à cette famille de s'identifier positivement dans la société, c'est une valeur. Comme on a cité quelques exemples, l'intégrité, le travail. Il y a des familles, le respect, l'hospitalité. Oui, il y a des familles où des enfants se disent qu'on ne dit pas de tricherie. Donc l'enfant grandit avec ce c'est qu'on ne triche pas. C'est tout ça qui entre dans les valeurs. Pas de mensonges, pas de vol. Oui, c'est ça qui entre dans les valeurs. Et lorsqu'on parle de l'enfant et des valeurs familiales, cela concerne-t-il tous les enfants ou alors l'âge est circonscrit? Je vais dire que cela concerne tous les enfants. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui ont reçu des bonnes valeurs à la base et qui ont grandi avec ça, qui ont réussi à intégrer ces valeurs-là que les parents ont inculquées. La base, c'est dès le sein de la maman. On peut déjà transmettre les valeurs pendant que l'enfant prend le tété. Maman peut lui transmettre ses valeurs. Même dans le ventre déjà, il y a un certain âge où déjà l'enfant se développant dans le ventre écoute. Et c'est pour ça que la maman peut parler même à l'enfant. L'enfant écoute. C'est pour ça qu'on va se rendre compte quand une femme enceinte ne fait pas l'enfant dans le coup de pied parce qu'il a écouté ce que maman dit. Ça fait que les valeurs étant transmises, c'est pas uniquement oralement. Déjà que c'est plus sur la pratique que les enfants apprennent mieux. On va se rendre compte que si l'enfant qui est dans le ventre, si son père passe le temps à taper sur la maman, lui c'est déjà dans le climat dans lequel il doit naître. Et il est déjà en train de recevoir une valeur qu'il faut taper sur la femme. Donc l'enfant inculque ça déjà dans le ventre. Parce que le climat dans lequel, lorsqu'on gronde, l'enfant, il écoute. Tout ce qui se passe autour de lui, étant même dans le ventre, il saisit cela. Et une fois que l'enfant naît, de 0 à 5 ans, nous avons l'influence de la mère, qui joue un rôle capital dans la transmission des valeurs. Et de 6 ans à 12 ans, c'est le rôle du père. Parce qu'à partir de 12 ans en montant, les enfants sont plus sous l'influence des pères, c'est-à-dire les amis, les enseignants, ils sont plus sous l'influence de ce qui est externe qu'à la maison. Et aussi, en deuxième volet, donc, comme je parlais de tout âge, il y a des enfants qui n'ont pas réussi à saisir ces valeurs familiales et qui sombrent jusqu'à même l'âge adulte, qui ont des mauvaises valeurs et qui sont dans la délinquance. Il y a toujours la possibilité de les récupérer. Donc, on va voir les parents qui se battent toujours à vouloir transmettre. Il y a des papas qui sont délinquants, qui manquent de valeurs. Oui, qui manquent de valeurs. Et ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Ça voudrait donc dire qu'il y a une étape qui a été ratée dans leur éducation. Oui, il y a une étape qui a été ratée dans l'éducation et aussi, qui a été ratée dans l'éducation de 0 à 12 ans. Parce que de 0 à 12 ans, les enfants, tout ce qu'on leur dit, ils ont tendance à prendre cela pour vérité. Oui, c'est un âge où ils ne remettent pas des choses en question. Ils remettent rarement en question. Mais à partir de 12 ans, ils remettent tout en question. Oui, et c'est à partir de 12 ans qu'on peut jauger si les valeurs, sur ce que les parents ont inculqué, a été assimilé ou pas. Parce qu'à cet âge, avec l'adolescence, ils commencent à remettre en question. Avec ce qu'ils reçoivent, ils se demandent est-ce que ce que les parents nous ont dit là, c'est vraiment vrai. Et c'est à cet âge-là, de 12 ans jusqu'à 18 ans environ, où les parents sont là pour amplifier juste ce qu'ils ont déjà transmis à la base. Parce que avec tout ce qu'ils reçoivent, ils ont donc tendance à remettre en question. Il faut donc amplifier ce qu'ils ont déjà reçu pour leur montrer que c'est vrai. Et maintenant, de 18 ans en montant, c'est un âge où les parents jouent plutôt du coaching. Oui, parce qu'ils ont déjà tout donné. Ils observent maintenant comment les enfants utilisent ces valeurs. Et lorsqu'ils commettent des erreurs, les parents sont là comme des coachs. Mais il y en a parmi qui ne parviennent pas à assimiler cela. Ça fait qu'on se retrouve encore dans une forme de rééducation parce que c'est déjà un âge avancé. C'est un peu comme un bananier qui a grandi en se tordant, en voulant tomber, et on est obligé de mettre le tuteur. Oui, ça fait que le parent revient toujours à la charge pour rappeler que je ne t'ai pas éduqué comme ça. Le rappel, c'est toujours une éducation. Oui, il rappelle les valeurs, comme on dit que
la répétition, c'est la mère des études. De la science. Et aussi, il y a que dans la transmission de valeurs, il ne faudrait pas que se contenter de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il faudrait également pratiquer. Il faudrait qu'ils regardent que ce que vous leur demandez de faire, c'est ce que vous-même en tant que parent ou alors en tant qu'éducateur, vous pratiquez dans votre quotidien. Exactement. Parce que dans l'éducation, c'est la véritable éducation est plus transmise par la pratique. Vous allez vous rendre compte, je ne sais pas si vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus, oui, dans son histoire, il faisait et il enseignait. Donc, avant d'enseigner, il posait des actes et après ces actes-là, il enseignait. Donc, c'est lui le modèle d'éducateur par excellence. Ça fait que chaque parent, quand on parle de valeurs familiales, c'est que les parents vivent déjà cela. Quand on parle de valeurs familiales, ce ne sont pas des valeurs pour les enfants. Ce sont les valeurs de la famille. Donc, ce sont des parents qui vivent cela et transmettent aux enfants et disent pourquoi ils le font. C'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il y a même des familles où les enfants ne savent pas ce que les parents font. Ils ne savent pas ce que les parents font comme métier, alors que c'est à partir de là que les enfants vont être inspirés. Oui, donc c'est d'abord les parents qui pratiquent. Ce sont les parents qui montrent la ligne de conduite dans leur maison. Puisque les parents doivent dire, ici chez nous, c'est comme ça qu'on marche. Et vous ne pouvez pas dire que c'est comme ça qu'on marche et vous ne marchez pas comme ça. Donc, c'est d'abord par la pratique que les enfants apprennent mieux et ils sont enseignés par la suite pourquoi ils doivent marcher comme ça. Parce qu'il est important, il y a toujours la question de pourquoi. C'est vrai, papa fait comme ça, maman fait comme ça, mais pourquoi est-ce qu'ils font comme ça? Donc les parents doivent être à mesure de dire aux enfants, voici, nous avons choisi nos valeurs parce que, et voici comment nous voulons que, voici l'objectif de notre famille, voici là où nous allons. Parce que dans une famille, on doit avoir une vision de là où on part. Et c'est ainsi... pas qu'en entreprise, parce qu'on définit un peu plus un plan de carrière en entreprise, mais en famille, on n'y pense pas beaucoup. On a l'impression qu'on va, on suit la direction du vent, là où les choses nous amènent, on y va. Et on ne planifie rien. C'est une erreur parce que chaque famille doit avoir son objectif de vie. Lorsque un homme songe à se marier, lui, il a déjà son objectif et la femme aussi. Maintenant, c'est l'association de ces objectifs. Il y a un point de rencontre et c'est là où la famille est en train d'aller. Et lorsque la famille est en train d'aller dans cette direction, quand les enfants viennent, c'est dans la même direction. Bien que les enfants aussi ont leurs particularités qui doivent se développer, que les parents vont aider les enfants à développer, mais il y a une direction où on est en train d'amener la famille et c'est ce qu'on néglige souvent. Et on doit être à même de dire dans notre famille, voici ce que nous voulons faire. Nous voulons être une famille qui se démarque dans la société par telle valeur, par telle valeur et par telle valeur. Donc c'est ce qui doit être fait au sein de la famille. Les objectifs qui sont fixés dans les entreprises, dans les familles, on devrait aussi voir cela. Cette année, nous voulons faire telle chose et inviter les enfants à participer à cela et ils seront très contents parce que ils se trouvent et ils voient qu'on leur donne de l'importance à jouer un rôle dans la famille et ils voient qu'ils ne sont pas tout simplement là comme ça, mais ils ont un rôle à jouer. Oui, ils vont juste exécuter parce que très souvent on ne prend pas en compte l'apport des enfants. Les parents se disent qu'ils sont juste là pour bénéficier de leur encadrement et ils ne doivent donc pas avoir le mot à dire. C'est une erreur. C'est une erreur. Et déjà à l'âge de 12 ans, parce que chez les Juifs, à l'âge de 12 ans, il y a une cérémonie qu'ils font. Les enfants ont déjà le droit, la parole parmi les adultes. On demande déjà leur point de vue. Et c'est ce qui devrait être fait parce qu'à partir de 12 ans, comme je disais tantôt, ils commencent à avoir un autre raisonnement parce qu'ils ont beaucoup de questions. Déjà, avec la morphologie qui change, tout devient nouveau. Il y a beaucoup de choses. Ils ont tellement de questions. Et à ces questions, il faut apporter des réponses. Et ils ont aussi des pensées. Et pour pouvoir mieux les apporter des bonnes réponses, il faut écouter ce qu'ils pensent. Parce que si on n'écoute pas ce qu'eux ils pensent, on ne peut pas les apporter des réponses adéquates. Si on les prive des paroles, on va croire qu'on a résolu des problèmes alors qu'on n'a pas résolu. Lorsqu'on les écoute, on les implique, on peut comprendre et savoir quelle réponse apporter à chaque étape, à chaque difficulté rencontrée au niveau de l'éducation. Isaac, par le passé, l'enfant appartenait à tout le village, tout le quartier, les voisins, les voisines, les passants même, toute la famille élargie, oncle, tante, grands-parents, et donc chacune de ces personnes avait son mot à dire sur l'éducation d'un enfant ou sa partition à jouer dans la construction de la vie d'un enfant. Depuis un moment, ce n'est plus le cas. D'où la question de savoir quelles sont les personnes aujourd'hui en charge de la transmission des valeurs aux enfants.
Déjà, on va dire que par le passé, en fait, en ce qui concerne l'éducation, on va dire plutôt avec une observation, on va voir que nous, on vivait à une époque où il y avait véritablement du social. Ouais. Ça fait que chaque personne pouvait considérer l'enfant de l'autre comme le sien. Oui, et chaque personne, considérant l'enfant des autres comme le sien, ne pouvait pas avoir un enfant aller à la dérive et ne rien dire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement individualiste. Chaque personne, comme certains le disent, un couloir, effort personnel, donc chaque personne dans son couloir. Et d'une part aussi, avec ce qui se vit aujourd'hui, on peut donner raison à cela, parce qu'avec ce qui se vit sur les réseaux sociaux, chaque personne veut préserver son enfant. Chaque personne veut préserver son enfant de l'influence de ce qui se passe dehors. Mais à la base, déjà, c'est aux parents que Dieu a donné la charge de l'éducation, de la transmission des valeurs, parce que ce sont les parents qui sont l'autorité sur les enfants. Et même si les enfants vivent avec un oncle, un tuteur, ils sont que le parent a juste délégué une responsabilité qu'il doit suivre. Parce que c'est à lui que Dieu demandera des comptes. Même s'il vit chez une autre personne, il doit avoir un droit de regard sur l'éducation de l'enfant. Parce que si Dieu veut poser la question sur l'éducation de l'enfant, c'est d'abord aux parents. Et le parent ne dira pas que j'avais confié à tel. Parce que le parent doit suivre ce qui se passe. Donc, première personne indiquée dans l'éducation des enfants à qui la charge est confiée, ce sont les parents. Ce sont les premiers et les derniers. Pas les la premiers, société peut venir en relais, les oncles en relais, les tuteurs en relais. Bon, je vais dire ce sont les premiers, parce que lorsqu'on est dans une situation où le parent ne joue pas le rôle et qu'il y a des personnes qui peuvent jouer ce rôle, il faut leur confier la charge, la responsabilité, et c'est pour ça qu'on va se rendre compte que dans les familles, lorsque les parents ne jouent pas le rôle, il y a des parents qui sont absents, il y a des personnes, des oncles, même des tuteurs, il y a certaines connaissances qui, avec leur amour pour les enfants, pour l'éducation, essaient de compenser le rôle que les parents devaient jouer, parce qu'ils ont une vision plus claire de l'avenir dans la société, d'un impact de la bonne éducation dans la société, et essaient de rattraper le tir que les parents ne parviennent pas à jouer. Pour transmettre et véhiculer, entretenir également les valeurs familiales, il faudrait déjà en tant que parents ou adultes s'en approprier. Est-ce que le fait d'être parent nous confère automatiquement le pouvoir ou le don de transmettre les valeurs aux enfants? Le pouvoir, oui, parce que... Tout à l'heure, vous avez dit que c'est à Dieu. En fait, Dieu demandera des comptes aux parents. Mais est-ce qu'il a doté chaque parent de ces valeurs, de cette transmission, de ce pouvoir d'éduquer les enfants et de leur transmettre les valeurs dont ils ont besoin pour être des vrais hommes et de vraies femmes? Le pouvoir, oui. Dieu a donné le pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne le don, il y a la limitation. Parce que le Seigneur va dire que mon peuple périt faute de connaissances, parce qu'il a mis la connaissance à la disponibilité de tout un chacun. Donc ce qu'on ne connaît pas, on peut apprendre. Parce qu'on va se rendre compte qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Tout à fait. Oui, maintenant, lorsqu'on n'a pas reçu des parents, on a la possibilité d'apprendre. Oui, ça fait que le parent, il y a des parents qui n'ont pas eu cette instruction. À ce moment-là, où est-ce qu'on apprend? On apprend déjà aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ouvrent des écoles comme l'école de la famille. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs centres. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a ce qu'on appelle la table de soutien. Avec qui est-ce qu'on s'entoure? Est-ce que dans notre entourage, quelles sont les valeurs des personnes avec qui on s'entoure? Oui, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut apprendre auprès des personnes. En regardant, par exemple, le succès au sein de leur famille, on peut leur demander quel est le secret, comment est-ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, même avec l'avancée de la technologie, des parents doivent s'instruire peut-être sur l'utilisation de la nouvelle technologie pour pouvoir savoir ce que les enfants font, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. Maintenant, comme c'est là à notre époque, comment faire pour sauvegarder la cellule familiale avec tout ce qu'il y a dehors? Il faut apprendre, on est obligé d'apprendre, sinon on sera en déphasage et on ne pourra pas sauver les enfants de tout ce qui se vit dehors. Donc les parents ont la possibilité d'apprendre, et d'aucuns aussi qui dans leur adolescence, comme on parlait tout
à l'heure, n'ont pas mis en exergue les valeurs qu'ils ont reçues de la cellule familiale, peuvent retourner auprès des parents, apprendre, et il n'y a pas de mal à s'humilier pour revenir dire que vraiment j'ai manqué telle étape, aujourd'hui je suis confronté. Parce que vous savez, lorsque nous sommes enfants, généralement ce que le parent dit, on ne voit pas trop la portée. Tout à fait. Oui, c'est quand on est confronté aussi demain à être parent qu'on dit waouh, c'est vrai ce que le père disait, c'est vrai ce que la mère disait. Il n'y a pas de honte à retourner auprès du parent, dire que je suis confronté à telle situation avec les enfants. Comment est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Il faut apprendre chaque jour quand il y a la possibilité, parce que souvent la possibilité nous est donnée et on n'exploite pas, et demain ces personnes ne sont plus là parce qu'on avait honte de revenir et pouvoir apprendre. Donc chaque jour on apprend. Pourquoi les enfants qui constituent notre jeunesse aujourd'hui semblent avoir du mal à s'approprier de ces valeurs familiales? On va dire qu'aujourd'hui, on observe véritablement dans la société un trouble d'identité et des enfants, des jeunes qui manquent de repères. La faute à qui? La faute, déjà, la plupart du temps, on va déjà dire, c'est l'absence des parents. Parce que le père absent ou la mère absente, ce ne sont pas ceux qui qui ne sont pas à la maison. C'est ceux qui sont là, mais qui ne jouent pas véritablement leur rôle. Et comme on disait tout à l'heure, à partir de 12 ans, il y a des enfants qui cherchent à s'identifier, les adolescents cherchent à s'identifier à quelqu'un. Et maintenant, si dès la base, les parents ont bâti une bonne identité à l'enfant, si par exemple un enfant qui sait ce que son père fait, il voit comment son père travaille avec amour, aura tendance à dire que quand il va grandir, il va vouloir faire la même chose. Mais si déjà un enfant ne sait même pas ce que son père fait, il va chercher une personne à qui s'identifier. Et aujourd'hui, avec l'expansion des réseaux sociaux, cherchera à trouver parmi les stars, et même avec les films, on voit aujourd'hui comment c'est le bandit qui est célébré, c'est celui qui vole, qui cambriole une banque qui est célébré. Celui qui a de l'argent. Celui qui a de l'argent. Quels que soient les moyens par lesquels il obtient cet argent. Exactement. Donc, les jeunes vont donc chercher, qui ont un trouble d'identité, vont chercher à s'identifier à ces personnes-là. Et généralement, on s'attaque directement à ce qu'ils font sans regarder ce qui est à la racine. Qu'est-ce qu'ils poussent, par exemple, un adolescent à vouloir, à dire qu'il veut être un braqueur parce qu'il a vu comment on a célébré un braqueur. Ce braqueur a de l'argent, il voit ça à la télévision chaque jour. Maintenant, est-ce qu'autour de lui il a un modèle? S'il n'a pas de modèle, il doit donc chercher à s'identifier à tout ce qui se présente à lui comme un bon modèle. Donc le parent doit faire de son mieux, de son possible pour donner une base solide, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une base solide pour que l'enfant puisse s'identifier à quelqu'un. La course donc vers le gain, c'est ce qui pourrait expliquer l'absence des parents quelquefois. La forte pression due aux charges quotidiennes auxquelles doivent faire face ces parents entraîne parfois l'absence de ceux-ci aux côtés de leurs enfants. Est-ce que ce vide parental laisse très souvent les enfants à la merci d'une éducation venue de la rue, vous l'avez dit, et cette éducation ne met pas forcément l'accent sur les valeurs familiales? Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? On en voit chaque jour, c'est flagrant, avec le vol, la prostitution, et souvent les parents sont même dans la maison avec un enfant, ils ne savent même pas ce que les enfants font. Si on appelle le parent, on dit qu'on a arrêté ton fils en train de prendre de la drogue, il va dire non, ce n'est pas mon enfant, parce qu'on est tellement concentré sur le travail et qu'on oublie pour qui on travaille. Parce que chaque parent se bat, c'est pour son enfant. C'est parce que le parent veut voir l'enfant grandir, avoir de quoi manger, devenir une personne stable dans la société demain. Mais là où il y a souvent égarement, c'est que le parent travaille au point d'oublier que c'est pour ces enfants-là qu'il travaille. A-t-il seulement le choix? Est-ce qu'il a le choix? On a toujours un choix, oui, on a toujours un choix. Lorsqu'on parlait plus haut, par exemple, de la communication, sur la transmission des valeurs, un parent, par exemple, qui gagne peu, doit être à même de causer avec ses enfants. L'enfant doit connaître ce que le parent gagne, il doit connaître par quoi le parent passe. Si pendant les vacances, il y a même la possibilité de faire l'enfant venir voir ce que le parent fait, et en voyant cela, il va comprendre à quel point le parent souffre pour pouvoir l'apporter. L'initier aussi à cette activité, par exemple. Par exemple, pour qu'il voit quelle est la souffrance. Ça fait que l'enfant, lorsqu'il doit demander des choses à son parent, il doit savoir qu'on souffre pour l'avoir. Et le parent, en initiant l'enfant, doit pouvoir donc, sachant que l'enfant connaît la souffrance qu'il y a
à avoir de quoi manger, à gagner son pain, doit pouvoir donc disposer du temps pour les enfants. Ça fait que l'enfant dans sa tête va savoir que ce que le parent me donne, il souffre pour avoir. Il n'a pas besoin de sacrifier tout son temps, travailler jusqu'à peut-être 22 heures, le réveil. Parce qu'il y a des enfants, je me souviens l'un de nos enseignants qui nous a dit que ces enfants, ce n'est que sur la photo que les enfants reconnaissent papa, on l'appelle même tonton. Les enfants ne savent même pas qu'il est le père parce que quand les enfants se réveillent le matin, il est sorti, quand il rentre le soir, les enfants dorment déjà, on ne connaît pas papa. Et pour qui il travaille finalement donc? Et cet enseignant, il avait le choix, il est un fonctionnaire et ce sont les répétitions qui sortaient comme ça à tout moment. Et pour finir, en voulant bâtir un avenir professionnel aux enfants, on va rater la base qui est l'âme de l'enfant qui doit être bâtie socialement, parce que on peut avoir un enfant qui est médecin par exemple, mais qui n'a aucune compassion pour les patients, parce que on l'a pas enseigné la compassion en famille, on l'a pas enseigné la compassion. Il peut traiter les patients n'importe comment, il a réussi professionnellement, mais à la base il n'y a aucun socle à la base. Donc le parent a toujours un choix, il peut s'organiser et ne pas toujours lever la barre très haute, parce que c'est parce qu'on lève la barre très haute, on veut atteindre un certain niveau et amener les enfants à un certain niveau qu'on oublie l'essentiel. Il y a un film que j'ai eu à regarder qui s'intitule Courageous. On voit des pères à l'intérieur qui, à un certain moment de la vie, se sont rendus compte qu'ils ont négligé la cellule familiale et ils se sont rendus compte que tout ce qui devait être appris à leurs enfants, ce sont eux. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas pris conscience de cela. Et ils ont réglementé leur emploi de temps. Ils ont fait, ils ont signé des contrats pour eux-mêmes. Que non, à partir d'aujourd'hui, celui qui doit enseigner mon enfant à obéir, c'est moi. Celui qui doit enseigner l'intégrité à mon enfant, c'est moi. Et il fallait donc disposer son temps pour faire cela, revoir les heures supplémentaires qu'on prend et mettre cela de côté pour pouvoir se contenter des heures normales de travail. Et les enfants en ont bénéficié parce que les enfants souffraient totalement en famille et j'ai beaucoup apprécié cela parce que vu que ce sont des parents qui ont compris. Ils ont réussi à rattraper ce retard. Exactement, ils ont réussi à rattraper le retard parce qu'un parmi eux avait un fils qui croyait que son père ne l'aimait pas. Son père n'avait jamais son temps. Jusqu'au jour où sa petite soeur est décédée, c'est là où son père a commencé à avoir son temps. Et cet enfant a dit que c'est parce que ma petite soeur n'est plus là que tu as maintenant mon temps. Et le parent a dû commencer à sacrifier certains programmes pour commencer à chercher à être ami avec son fils, commencer à suivre les activités que son fils fait. Et ce n'était pas facile au début parce que le rythme devait changer à la maison. Il n'y avait plus le même gain, mais c'était au bénéfice de toute la famille. Ils ont été contents du résultat parce que l'enfant était content de ce que le père connaît au moins ce qu'il fait. Alors que le père se disait que tout pour lui c'est de pouvoir ramener à manger à la maison, c'est de pouvoir payer l'école. Or l'enfant trouvait que le père ne l'aime pas. Or le père croyait que c'est en faisant cela qu'il aime son enfant. Donc parce que le langage d'amour des enfants c'est le temps. Ah ouais. Oui, le langage des amours, de l'amour des enfants, c'est le temps. Oui, aux enfants. Oui. Le temps que les gens passent au bar là, c'est un temps qu'ils peuvent consacrer à leurs enfants. Exactement, parce qu'on peut offrir, un parent peut offrir tellement de choses à son enfant, mais l'enfant trouve que le parent ne l'aime pas, et le parent sera étonné que mais avec tout ce que je fais, avec tout ce que je te donne, tout ce que je te donne, tu dis que je ne t'aime pas, parce qu'il n'a pas compris que le langage d'amour de l'enfant c'est le temps. Oui, parce l'enfant a envie de passer le temps avec son parent, il veut discuter avec lui. Exactement. Il veut jouer avec lui. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure comme valeur, la compassion. Et il y a également une autre valeur, le respect. Le respect qui a totalement disparu chez les jeunes aujourd'hui. Exactement, le respect a totalement disparu. Est-ce que c'est parce que les parents ne sont pas respectueux que la plupart des jeunes aujourd'hui le sont également? Il n'y a qu'à faire un constat. Lorsque vous sortez là, lorsque vous prenez une moto et qu'il y a peut-être une voiture qui est harcelée, ralentie là, le premier mot qui va sortir, c'est ta maman. On va voir des pères de 50 ans en train d'insulter à tort et à travers. Oui, et parfois ils sont dans le véhicule avec les enfants et exactement, et ils le font. Ça fait que demain on va dire que mais l'enfant s'il a appris ça où, mais parce qu'on l'a pas enseigné ça, mais il voit le parent faire et souvent il est étonné que mais c'est papa qui dit ça. Ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Donc le respect a
totalement disparu aujourd'hui parce que aussi on va remarquer qu'à l'école on a enlevé l'éducation civique. Oui, aujourd'hui il n'y en a plus parce qu'au moins on pouvait rattraper le tir avec l'école, mais aujourd'hui il n'y en a plus. On voit les élèves bagarrer avec les enseignants, ce qui n'existait pas. Aussi à la maison avec les tontons et les tantines, peut-être c'est pas parce qu'on met un peu plus en avant ces valeurs familiales en enseignant aux enfants que leur tante, leur oncle sont des personnes à part entière dans la famille. Peut-être c'est parce qu'aussi quand on s'assoit avec les enfants, on mal parle d'un tonton ou d'une tantine. Peut-être c'est pourquoi aussi il n'y a pas du respect en famille, parce que de plus en plus vous arrivez en famille, c'est à peine si votre neveu ou votre nièce va vous dire bonjour, c'est à peine si elle viendra vers vous, c'est à peine si elle passera du temps avec vous. Exactement, vous venez de souligner un point capital parce qu'aujourd'hui, les cellules familiales, quand on s'assoit, si on veut parler, c'est pour parler de quelqu'un. Au lieu de parler des choses importantes, de comment se passe la journée des enfants, de comment est-ce que ça va à l'école, il suffit qu'on s'assoie pour parler de la grand-mère, pour parler d'une tante, pour parler, ou vous verrez par exemple, disons, une tante qui a porté une grossesse. Les parents, au lieu de parler entre eux, vont parler devant les enfants qui en âge d'adolescence, ils vont mal parler devant les petits-enfants. Ils vont grandir avec cette idée-là qu'il faut mal parler des personnes et qu'il ne faut pas donner de la valeur à la personne. Donc l'étiquette qu'on donne à la personne, c'est ce que la personne a fait. Donc à cause d'une erreur, on colle directement cette étiquette sur la personne et c'est comme ça que les enfants voient ces personnes-là, non pas par leur personne, mais sur l'étiquette, avec l'étiquette de ce qu'ils ont eu à faire, et ça fait que le respect, il n'y a pas de respect. Et donc, qu'est-ce que les parents doivent faire désormais? Désormais, les parents doivent apprendre à filtrer ce qu'ils doivent parler devant les enfants et aussi, les parents doivent apprendre aux enfants à construire et non à détruire. Une personne, par exemple, un adolescent qui a porté une grossesse, c'est une âme qu'il faut sauver, c'est une âme en détresse parce qu'on va juger que l'acte posé est mauvais, mais maintenant que l'acte est posé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rattraper et faire que ça ne se reproduise plus. Mais par exemple, lorsqu'on se met plutôt à détruire, on est en train de déconstruire, lorsqu'on se met à mal parler devant les enfants, on est en train de déconstruire l'image de la personne et une valeur qui presque ne sera plus rattrapée devant ses enfants. Donc les parents doivent apprendre à parler ce qui est instructif, à dire ce qui est instructif, à construire. Lorsque une personne a commis une faute, tout le monde peut commettre des erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire, il faut aider. Il doit amener les enfants à avoir compassion, amener les enfants à voir le monde différemment, que ça pouvait être n'importe qui. Éviter de mal parler et même lorsqu'il y a des sujets de discorde entre les parents, éviter d'échanger devant les enfants. Il ne faut pas échanger devant les enfants, même lorsque vous ne vous entendez pas. Les parents doivent former ils doivent former un bloc, j'ai oublié comment on appelle ça, ils doivent former un front uni, voilà, je voulais dire, ils doivent former un front uni et ils ne doivent pas, il y a des sujets qu'ils doivent aborder quand ils sont ensemble ou soit quand ils sont entre adultes, qu'ils ne doivent pas aborder à tort et à travers, parce que même inconsciemment, le plus souvent, ils ignorent que les enfants sont en train, le plus souvent, certains le font par ignorance. Ils n'ont même pas la conscience que les enfants sont en train d'enregistrer cela. Mais il faut toujours tenir compte que les enfants écoutent beaucoup. Et les enfants sont de fins psychologues. Ils aiment reproduire généralement ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et le faire donc, lorsqu'il s'agit peut-être de votre frère, parler de votre frère ou de votre sœur, mal parler devant les enfants, cela peut avoir une incidence dans leur vie future parce qu'ils pourront développer peut-être un sentiment animal à l'endroit de leurs propres frères et sœurs. Puisque papa leur a montré qu'il ne faudrait pas avoir un sentiment d'amour pour sa sœur ou son frère. Exactement. Et c'est plus dangereux. Pourquoi? Parce que imaginez-vous peut-être un papa qui a un frère, disons, de 25 ans, qui fait un cambriolage et il va en prison. Quand il sort, il change. Il n'est plus la même personne. Mais on a tellement dépeint une image de lui devant les enfants. Aujourd'hui, il a changé, ce n'est plus la même personne. Mais ce qui reste, c'est ce qu'on a dépeint
devant les enfants parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu parler entre grandes personnes et voir comment l'aider à sortir de cette situation, mais on a détruit l'image de la personne avec une erreur, une faute commise. Ça fait que le respect est perdu et l'image de la personne ne changera plus dans la tête des enfants. Ils vont grandir en disant que tonton c'est un bandit, c'est toujours un bandit, alors qu'il a changé, il est devenu une nouvelle personne, il a compris. Parce qu'on n'a pas su faire la part des choses, ça fait que cette image est perdue et il n'y a pas de respect. Et la considération que le parent donne à un oncle ou à une tante, c'est ce que les enfants vont copier, vont avoir la même considération. C'est généralement à l'âge adulte, quand ils peuvent juger par eux-mêmes, que d'aucuns commencent à changer. Mais à la base, la même image que le parent transmet, les enfants auront cette image. L'autre valeur, c'est la tolérance. C'est ce qui manque désormais aux familles. La tolérance, on ne la connaît plus véritablement dans les familles et c'est à l'origine de beaucoup de problèmes de famille aujourd'hui. Justement, la tolérance, je me souviens d'une histoire dans la Bible où certains hommes ont amené une femme adultère devant le Seigneur Jésus et ils ont présenté ce que la loi disait, qu'une femme qui a commis l'adultère devait être lapidée. Et il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. Et tous se sont retirés du plus vieux au plus jeune. Et il a demandé à la femme où sont ceux qui te condamnaient. Elle a dit que tous sont partis. Il a dit que moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc aujourd'hui c'est parce qu'on juge, on oublie, on ne regarde pas à nos imperfections, mais on regarde plutôt aux imperfections des autres. On se prend pour des parfaits. Et lorsqu'on se dépeint soi-même pour quelqu'un de parfait, ça fait qu'on voit les autres toujours comme imparfaits. Et on ne tolère pas ce qu'ils ont fait. Si à un seul instant on se met à la place des autres, on verra que chaque personne peut commettre une faute. Et si chaque personne, chaque parent regarde à ce qu'il a déjà fait comme tort et qu'il a été pardonné, il pourra transmettre la tolérance et pardonner aussi. Parce qu'il y a des parents qui disent qu'ils enseignent par exemple la tolérance. Mais lorsqu'un enfant commet un gaffe 2-3 fois, il dit que je pardonne 2 fois, mais la 3e fois, je ne pardonne plus. Sache que ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de transmettre la tolérance. C'était une fausse tolérance. Et il faut, comme on a dit depuis le début, il faut pratiquer et enseigner. Donc lorsque l'enseignement et la pratique ne vont pas ensemble, il y aura toujours un déphasage. Parfois aussi, est-ce qu'il ne faut pas plaindre ces parents-là qui aujourd'hui peut-être ne mettent pas plus en avant le droit d'aînesse? Il y a des enfants aujourd'hui qui perdent leur respect pour les aînés simplement parce que en dessous il y a un petit frère ou une petite sœur qui a réussi un peu plus que lui et donc du coup il n'a plus rien à dire dans la famille, il ne peut plus être entendu par quiconque et parfois c'est validé par les parents. C'est devenu tellement fréquent. Je pleure cela, ça c'est devenu tellement fréquent, on en retrouve tellement aujourd'hui. Et c'est parce qu'on définit, les parents définissent les enfants par leurs avoirs. Et Dieu lui-même a institué l'ordre. Et Dieu tient tellement au droit d'aînesse. Le premier, quel que soit ce qu'il a fait, même s'il est un bandit, même s'il est n'importe quoi, il est toujours l'aîné. Et les parents doivent faire à ce que le respect de l'aîné soit là. Que le respect, l'aîné ait son respect, parce qu'il n'a pas choisi de naître le premier. Dieu l'a établi le premier et son respect doit être là. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a ce problème dans beaucoup de familles aujourd'hui. Dès qu'un enfant a un peu de l'argent, qui a réussi plus que les autres, directement, il est considéré comme l'aîné et on demande désormais son point de vue. L'aîné même qui est sage, qui est mature, qui a de la sagesse, son point de vue est mis de côté. On demande plutôt le point de vue de celui qui a de l'argent et c'est déplorable en fait. Donc c'est un tir qu'on doit corriger. En fait, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Nous allons l'achever en essayant de résumer en quelques mots ce que nous sommes dit durant cette émission qui a pour thème transmettre les valeurs familiales aux enfants pour consolider la famille. À quel moment donc doit-on transmettre les valeurs familiales? J'ai commencé par mentionner cela quelque part plus haut. Oui. Que c'est, on va résumer, on est en train de faire une synthèse de ce qui a été dit plus haut pour sortir de cette émission. Comme j'ai dit ici plus haut, cela commence déjà dans le ventre. Parce que l'enfant à un certain âge dans le ventre commence déjà à ressentir des émotions négatives et positives de sa maman. Et connaît déjà le climat qui s'apprête à l'accueillir.
Donc déjà dès le ventre, il faut commencer à transmettre des valeurs, il faut commencer à transmettre des émotions positives. Et ces valeurs, on a l'amour, oui, parce que c'est l'amour déjà qui est à la base de tout, parce que tout ce qu'on fait sans amour ne sert à rien. Oui. On a l'amour, la tolérance, oui, on a l'intégrité, on a le pardon, oui, on a le respect, le travail acharné, il y a l'hospitalité, oui, donc il y a la solidarité, oui, et aussi dès la naissance, donc on a l'impact de la mère qui va de 0 à 5 ans. La mère a plus un grand rôle à jouer, et de 6 ans à 12 ans, le père a un très grand rôle à jouer. Ça, c'est l'âge socle véritablement pour la transmission des valeurs familiales. Donc il est possible quand même de rattraper, il faudrait le dire. Oui, au cours de ces âges, rien n'a été fait. Exactement. Il est possible, même quand on est devenu papa, de rattraper. Exactement. Et il faut dire que rattraper n'est pas toujours facile, parce que c'est comme une maison qu'on a raté la fondation, il faut renforcer, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, quelqu'un qui veut rattraper doit s'investir plus, ne doit pas penser que ça sera facile comme cela devrait être au départ. Il doit se préparer psychologiquement à ce que ça prenne plus du temps. Et on va donc dire également quel est le cadre adapté pour transmettre les valeurs familiales. Le cadre adapté, c'est dans la cellule familiale. Oui, et je vais souligner un autre point. Lorsqu'on dit parents, il ne s'agit pas uniquement des parents. Déjà, les parents, à la base, les géniteurs, c'est ceux à qui Dieu a confié la responsabilité. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent jouer ce rôle, même qui n'ont pas des enfants, mais qui sont à même de jouer ce rôle. Oui, qui ont la possibilité de jouer ce rôle, qui ont même souvent l'aptitude de pouvoir redresser les enfants délinquants, à qui Dieu a donné un don véritablement pour jouer cela. Il faut savoir identifier ces personnes. Lorsqu'on n'a pas, comme les parents disent souvent, ici à ce niveau-ci, ça me dépasse. Maintenant, lorsque ça dépasse le parent, il faut identifier, il y a un tonton qui peut jouer ce rôle et soumettre l'enfant et solliciter la demande de ce tonton pour jouer ce rôle, tout en ayant un regard sur le travail fait par ce tonton ou cette tata. En quelques mots, pourquoi est-ce qu'il est important de transmettre les valeurs familiales aux enfants? Il est important de transmettre des valeurs familiales aux enfants parce que les valeurs familiales, c'est ce qui définit la personne morale. Parce que vous allez remarquer dans la société, quelqu'un peut juste perdre son emploi parce qu'on dit qu'il est impoli. Oui, là, il est impoli parce qu'il n'a pas de valeurs. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que ça va permettre d'avoir une synthèse. Un papa qui, chez lui, lorsque les enfants étaient à la maison, il amenait toujours les enfants à mettre de l'ordre. Il était pointilleux sur l'ordre dans la maison. Tout doit être toujours en ordre. Le robinet ne doit pas gaspiller. L'électricité ne doit pas être à marge lorsqu'on ne l'utilise pas. Et son enfant trouvait qu'il agaçait jusqu'à ce qu'il était quitté de la maison. Un jour, il est allé pour un entretien d'embauche. Il y a des premières personnes qui sont passées. On avait laissé le robinet ouvert dans le jardin exprès. On avait laissé une table non essuyée exprès. Il y avait plusieurs désordres qui avaient été faits. Tous les premiers sont passés. Ils n'ont rien touché. Quand lui il est arrivé, tellement il est habitué à ne pas voir les choses comme ça. Comme le père l'avait initié, il arrive, il voit l'eau écoulée, il ne voit pas le jardinier. Déjà, le portail était ouvert. Quand il arrive, il dit qu'il ne voit pas le portier, il ferme. Quand il arrive, il voit le robinet ouvert, il part dans le jardin, il ferme. Quand il arrive, il voit une chaise sale parmi les chaises, il nettoie. Et parce qu'il était gêné de voir ça, il a grandi avec ça. Lorsqu'il est arrivé pour l'entretien, on a dit qu'il a réussi l'entretien. Il dit que mais comment, je n'ai pas fait d'entretien, j'ai réussi comment? On a cité ce qu'il a fait en entendant parce qu'il y avait les caméras et tous les autres ont raté l'entretien parce qu'il était bâti moralement. On n'a pas regardé son CV pour voir ce qu'il fait, mais on a dit que ça c'est une personne sur qui on peut compter, on peut confier notre entreprise. C'est vrai que désormais, ces compétences comportementales sont prises en compte dans les entreprises. On insiste là-dessus. Voilà, il était donc notre invité de ce jour, Isaac Temdié. Le deuxième nom Le premier nom, c'est Tamé. Ah, c'est Tamé. Oui, c'est ça qui est, qui est le premier nom. Ah, d'accord, c'est ça le premier nom. Oui. Voilà, Isaac Tamé Temdié était donc notre invité de ce jour. Avec lui, nous avons
essayer d'analyser la question, transmettre les valeurs familiales aux enfants pour consolider la famille. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses comme moi j'ai appris et comme également William Tchoualak a appris. On va donc clore cette émission qui a été mise en onde par William Tchoualak, Sidonie Fikak au micro de présentation. Merci d'avoir été nombreux à l'écoute de cette autre édition de Fina Family. Merci Isaac Tamé. Isaac Tamé. Tamé Temdi. Voilà. Merci Madame Sidoine Fika. C'est toujours un plaisir. Sidonie Fika. Voilà. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Merci. Merci chers auditeurs.